Dans certaines régions de la planète, survivre ne dépend pas de la réaction, mais de l'absence d'erreur. Là-bas, l'environnement n'offre aucune seconde chance. Pendant des siècles, nous avons cru que l'être humain se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire. Mais cette idée ne tient que dans les espaces que nous avons façonnés à notre avantage. Au-delà, la hiérarchie change. Dans ces territoires, ni la force ni la vitesse ne dominent. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à lire l'environnement. Une trace récente, une modification presque imperceptible, un silence qui avertit. Car le danger ne se manifeste pas toujours. Parfois, il est simplement présent. Et c'est alors qu'émerge la question qui ouvre ce voyage. Survivriez-vous en réagissant ou en anticipant? Bienvenue sur Chronamonde. Aujourd'hui, tu vas découvrir 6 tribus bien réelles qui vivent au quotidien aux côtés de certains des prédateurs les plus dangereux de la planète. Des peuples qui ont appris à survivre dans des milieux où l'erreur ne pardonne pas. Si tu souhaites comprendre comment différentes cultures humaines se sont adaptées à de tels environnements, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour nous accompagner dans ce documentaire et les suivants. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien te surprendre. La dernière de ces tribus n'affronte ni crocs ni griffes, mais l'ennemi qui a causé le plus de morts humaines au cours de l'histoire. Ce voyage commence dans la jungle, dans un lieu où le prédateur le plus efficace ne poursuit pas sa proie, il l'observe. 1. Maat SS, là où le silence signifie la vie. Imagine la jungle de nuit. Non pas comme un lieu vide, mais comme un environnement en éveil. L'humidité pèse dans l'air, les feuilles bougent à peine, et pourtant, tu as l'impression que quelque chose t'observe depuis l'obscurité. Ici, survivre ne consiste pas à voir en premier, mais à accepter que le prédateur puisse déjà être là avant même que tu saches être arrivé. Sur le territoire des Matsai, le jaguar n'est pas seulement un animal puissant, c'est un chasseur silencieux et territorial, capable de s'approcher sans être détecté. Sa force impressionne, mais ce qui le rend réellement mortel, c'est sa méthode. Il ne poursuit pas sa proie comme le font d'autres prédateurs. Il s'approche, se dissimule et attend l'angle parfait. Dans une jungle dense, où la visibilité est limitée et où les sons se confondent, cette manière de chasser transforme le silence en avertissement. Les habitants de cette région cohabitent avec cette présence sans en faire un conflit ouvert. Ils n'organisent pas leur vie pour vaincre le jaguar, mais pour réduire au minimum les situations où une rencontre pourrait avoir lieu. Leur premier outil est l'observation. Interpréter des signaux de la forêt qui passeraient, inaperçus pour d'autres, des traces récentes au sol, des changements subtils dans le comportement des oiseaux, un silence soudain là où régnait l'activité. Ici, lorsque la forêt se tait brusquement, ce n'est pas le calme, c'est une information. Il existe aussi des décisions non négociables. Certaines zones de la jungle ne sont jamais traversées la nuit. Non par peur irrationnelle, mais par calcul. L'obscurité supprime le peu d'avantages humains restants et amplifie celui du félin. Ici, le temps compte. Quand on marche, par où l'on passe et combien de temps on reste. La survie ressemble davantage à une chorégraphie précise qu'à un affrontement direct. Mais il y a un élément encore plus profond. Pour ce peuple, le jaguar n'est pas seulement un ennemi à éliminer. Il est une limite, une force du territoire qui impose le respect. Cette vision transforme le comportement humain. Lorsque l'on comprend que la forêt ne nous appartient pas, on se déplace différemment. On parle moins, on s'expose moins, on observe davantage. Notre civilisation, à l'inverse, agit souvent de façon opposée. Elle pénètre dans les lieux comme s'ils lui appartenaient, en misant sur le bruit, la lumière et la précipitation. Dans une jungle comme celle-ci, cette attitude serait une invitation à l'erreur. Et c'est ici que surgit la question inévitable.
Marcherais-tu de la même façon si tu savais que la jungle t'observe? Cette attention nous accompagne désormais tandis que nous quittons la jungle pour voyager vers l'extrémité opposée de la planète. Un territoire blanc, sans refuge, où rien ne permet de se cacher et où la marge d'erreur tombe à zéro. 2. Inuit. Quand l'humain devient une proie. Imagine un endroit où l'horizon est continu, sans obstacle, sans ombre, sans angle mort. Un espace où tu sais que quelque chose peut être là, à des kilomètres, avant même d'être conscient de ta propre présence. Dans l'Arctique, le prédateur ne fuit pas l'être humain et ne se cache pas. Il s'arrête, observe et décide. L'ours polaire, le plus grand carnivore terrestre de la planète, est l'un des rares animaux capables de considérer l'humain comme une proie potentielle. Sa survie repose sur une efficacité extrême. Il peut parcourir d'immenses distances sans montrer de fatigue, nager pendant des heures dans des eaux glacées et détecter une odeur humaine à plusieurs kilomètres. Il n'attaque pas par impulsion. Il évalue la situation et, lorsque les conditions sont favorables, il agit. Pour les Inuits, vivre aux côtés de l'ours polaire n'a rien d'exceptionnel. C'est une réalité quotidienne. Ici, sortir dehors n'est jamais un geste automatique. Chaque déplacement commence par une lecture attentive de l'environnement. La direction du vent, la visibilité, la texture récente de la neige. Dans un paysage où tout semble identique, une trace mâle, interprétée, peut signifier que le prédateur est déjà passé ou qu'il est tout près. Le froid conditionne chaque mouvement. Il ralentit, engourdit les muscles et limite la capacité de réaction. Dans ce contexte, l'humain perd l'un de ses avantages habituels, la vitesse. Face à un animal qui ne s'épuise pas et qui connaît le terrain mieux que quiconque, la force brute cesse d'être décisive. C'est pourquoi la survie ne repose pas sur l'affrontement, mais sur l'anticipation. La vigilance est constante, même au sein du village. À certaines périodes de l'année, surtout lorsque la banquise recule et que les ours se rapprochent des côtes en quête de nourriture, l'attention ne se relâche jamais. Personne ne se déplace seul. Chaque sortie est connue du groupe et toute absence prolongée est surveillée. L'organisation de l'espace reflète cette cohabitation forcée. Les habitations sont placées dans des zones offrant une bonne visibilité, la nourriture est stockée loin des espaces de repos et les chiens servent de système d'alerte précoce, capable de détecter odeurs et mouvements bien avant l'être humain. Pourtant, l'outil le plus important n'est pas matériel, mais perceptif. Les Inuits lisent la neige comme un registre récent de ce qui s'est produit. Ils distinguent les traces fraîches des traces anciennes, savent quand une marque indique un passage occasionnel et quand elle révèle un mouvement délibéré, et observent le vent avec attention, conscients qu'il peut transporter leur odeur directement vers un prédateur qu'ils ne voient pas encore. Dans un tel environnement, une seule décision individuelle peut mettre en danger toute la communauté. C'est pourquoi la responsabilité n'est jamais personnelle, elle est collective. La prudence n'est pas de la peur, mais le respect d'un milieu qui ne pardonne pas les erreurs. Ici, l'humain n'occupe pas la position dominante. C'est une présence visible, vulnérable et consciente de ses limites. Il cohabite avec un prédateur qui n'attaque pas toujours, mais qui est toujours là. Et il sait qu'à tout moment, il peut être évalué et, s'il a mal lu l'environnement, devenir une proie. Ce peuple a appris à vivre avec cette certitude. Notre civilisation, elle, a appris à vivre sans. Nous avons remplacé l'observation par la confiance, l'anticipation par la réaction et le respect par une impression constante de contrôle. Dans un lieu comme celui-ci,
Cette manière de vivre ne tiendrait pas longtemps. La question n'est pas de savoir si nous pourrions affronter un ours polaire, mais si nous saurions lire l'environnement à temps. Et si cette façon de survivre t'a déjà semblé exigeante, attends de voir ce qui se passe lorsque le danger cesse même de laisser des traces. Car depuis cette glace qui suit sans se presser, le voyage descend maintenant vers un milieu où le risque ne se voit pas venir, où l'eau paraît calme et où rien ne bouge sans permission. 3. Dayak. Le fleuve décide qui passe. À première vue, le fleuve semble immobile. La surface est lisse, le reflet du ciel reste intact et l'eau avance lentement, presque sans bruit, comme si rien ne se déroulait sous cette couche tranquille qui trompe ceux qui ne connaissent pas ce bel endroit. Aucun mouvement brusque, aucun signe évident de danger. Rien ne brise le calme. Mais dans ces fleuves, rien n'attaque d'en haut. Ici, la menace ne laisse aucun indice et ne laisse aucune marge d'erreur. Elle n'a pas besoin d'afficher sa force. Le danger est en dessous, dissimulé, confondu avec le fond, parfaitement intégré au paysage. Dans ces eaux troubles, où la visibilité est minimale, la frontière entre l'environnement et le prédateur disparaît totalement. Les crocodiles qui vivent dans les rivières de Bornéo n'ont pas besoin de bouger pour chasser. Ils restent immobiles de longues périodes, fondus dans la couleur de l'eau et des sédiments. Seuls les yeux et les narines affleurent légèrement, presque imperceptibles. De là, ils observent, calculent et attendent l'instant exact. Pas de poursuite, pas d'avertissement. Lorsqu'ils frappent, c'est avec une précision absolue. Leur stratégie ne repose pas sur la vitesse, mais sur la patience. Et cette patience fait du fleuve un lieu où le calme ne doit jamais être confondu avec la sécurité. Pour les Dayaks, le fleuve n'est ni un espace neutre, ni un simple lieu de passage. Ce n'est pas seulement une source d'eau ou de nourriture. C'est un territoire vivant qui impose des règles claires, des règles non négociables, à respecter chaque jour. Les crocodiles sont des prédateurs de sommet. Ils ne rivalisent pas, n'improvisent pas et échouent rarement. Ils attaquent au par en dessous, dans un silence total, avec une force capable d'entraîner une proie sans laisser de traces visibles à la surface. Quelques instants plus tard, le fleuve redevient calme, comme si rien ne s'était produit. C'est pourquoi, ici, le calme n'est pas une garantie. Bien souvent, il annonce l'attaque. La cohabitation avec cet animal ne consiste pas à l'affronter, mais à organiser la vie autour de sa présence. L'accès au fleuve est strictement encadré. On n'y entre pas à n'importe quelle heure, on ne traverse pas n'importe où, et on ne s'y attarde pas plus que nécessaire. Chaque contact avec l'eau est une décision consciente, mesurée et collective. Les Dayaks définissent des horaires précis pour utiliser le fleuve, fondés sur des décennies d'observation directe. Ce ne sont pas des règles arbitraires. Elles viennent de ce qu'ils ont vu encore et encore dans le comportement du prédateur. Ils savent quand les crocodiles sont plus actifs, quand la visibilité baisse et quand le risque augmente, même si, en apparence, rien n'a changé. Ici, l'usage du fleuve se planifie avec rigueur. Toute décision impulsive revient à s'exposer inutilement. Même la manière de construire les villages reflète cette cohabitation forcée. Beaucoup d'habitations sont sur pilotis, créant une distance nette avec l'eau. Cette hauteur n'est pas seulement une adaptation aux crues saisonnières. C'est une barrière permanente face à un prédateur qui domine le fleuve, mais pas la terre ferme. Cette séparation n'a rien de symbolique. C'est une ligne de sécurité, respectée même lorsque le fleuve paraît inoffensif. Il existe des zones que l'on n'utilise tout simplement pas. Des tronçons où des attaques ont eu lieu par le passé, des berges associées à des disparitions soudaines,
des endroits où quelqu'un est entré et n'est jamais revenu. Ces lieux n'apparaissent pas sur les cartes et n'ont pas de signalisation visible. Ils n'en ont pas besoin. L'information se transmet de génération en génération, de manière directe et claire. Tout le monde sait où ne pas aller, et surtout, pourquoi. Dans ces communautés, l'erreur ne se répète pas. Un mouvement inutile, une entrée hors des horaires, une confiance mal placée deviennent un apprentissage partagé. Ici, survivre ne dépend pas du courage, mais de la discipline. Respecter des règles non pas inventées, mais écrites par l'expérience. Ici, l'eau n'est pas seulement une ressource, c'est une frontière, une ligne qui sépare la vie quotidienne du risque absolu. Et celui qui ne la respecte pas en paie le prix. Car en ce lieu, le fleuve décide qui passe et qui ne revient pas. Les Dayaks ont appris à vivre avec un prédateur qui n'avertit pas et ne pardonne pas. Ils ont adapté leurs horaires, leurs trajets, leurs maisons et leur mémoire collective à une menace permanente. Notre civilisation, elle, a appris à se fier aux signaux visibles, à la rapidité et à l'idée que l'environnement doit s'adapter à nous. Dans un endroit comme celui-ci, cette confiance serait une erreur. La question n'est pas de savoir si nous saurions nager, traverser ou réagir à temps. La question est de savoir si nous saurions nous arrêter, respecter des limites invisibles et accepter qu'il existe des territoires où avancer sans permission n'est pas un progrès. Continue à regarder. Jusqu'ici, le danger avait une forme, un territoire et des limites claires. On pouvait l'observer, l'anticiper, voire l'éviter. Ce qui vient maintenant est différent. Il ne poursuit pas, il ne guette pas, il déferle. 4. MBUTI. Le danger qui ne chasse pas mais qui ravage. Dans la forêt du Congo, tous les dangers ne guettent pas. Certains n'attendent pas et ne calculent pas, ils avancent. Ici, le plus grand risque n'a pas toujours l'intention de chasser. Il ne répond pas à une stratégie. Parfois, il n'a même pas conscience de la présence humaine. Les éléphants de forêt et les buffles africains se déplacent dans la végétation dense comme des forces irrésistibles. Ils n'avancent ni avec une discrétion volontaire, ni avec une agressivité intentionnelle. Ils avancent parce que la forêt est leur espace, et leurs mouvements transforment tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage. Leur taille, leur poids et leur vitesse font de toute rencontre une menace mortelle, non par attaque directe, mais par impact, par inertie, par l'impossibilité humaine de résister à une masse qui ne s'arrête pas. Pour les Mbouti, le danger ne prend pas la forme d'une embuscade, pas de poursuite, pas de calcul avant l'attaque. Il se manifeste comme une irruption, comme l'apparition soudaine de quelque chose qui était déjà en mouvement bien avant d'être détecté. Un éléphant de forêt peut avancer dans un silence relatif au cœur des fourrés, dissimulé par la densité de la végétation. L'environnement amortit sa présence. Sa taille se camoufle entre troncs, feuilles et ombres. Il n'a pas besoin de repérer l'humain pour devenir une menace. Il suffit de se trouver sur sa trajectoire. Dans ces cas-là, il n'y a ni avertissement ni marge de réaction. Ici, le danger ne dépend pas de l'intention, mais de l'impact, de ce qui se produit lorsque deux trajectoires se croisent dans un espace où il est impossible d'éviter. Les Mbouti ont appris à lire des signes qui ne cherchent pas à s'annoncer. Ce ne sont pas des alertes, mais des traces laissées sans intention de communiquer. Des empreintes profondes dans un sol meuble, des branches brisées à une hauteur impossible pour un humain, des troncs déplacés, des changements récents dans la structure de la forêt qui ne s'expliquent que par le passage d'un animal massif. Même de légères vibrations, à peine perceptibles, qui parcourent le sol avant que le danger ne soit visible. Des signes qui ne se voient pas toujours, mais qui se ressentent. Dans cet environnement, le savoir ne sert pas à affronter. Il sert à céder l'espace à temps. Lorsqu'ils détectent une activité récente d'éléphants ou de buffles, les Mbouti n'hésitent pas à modifier des itinéraires traditionnels.
Des chemins empruntés depuis des générations sont abandonnés sans discussion si le risque l'exige. La mémoire collective ne s'impose pas au présent lorsque la sécurité est en jeu. La priorité n'est pas d'arriver vite, c'est d'arriver vivant. La coordination du groupe est silencieuse et précise. Pas de cris, pas de mouvements brusques. Chaque geste a une fonction. Chaque pause transmet une décision. Le groupe se déplace comme une seule unité, ajustant rythme et direction sans rompre le calme. Ici, survivre dépend autant du contrôle émotionnel que du contrôle physique. Ne pas réagir de façon instinctive face à une menace qu'on ne peut pas arrêter. Ici, affronter n'est pas une option. La force, la technique ou n'importe quel outil humain ne peuvent compenser une masse qui ravage tout sur son passage. La seule stratégie viable consiste à reconnaître la menace à temps et à céder l'espace. Accepter qu'il existe des trajectoires qu'il ne faut pas croiser. Comprendre que la forêt ne s'adapte pas à l'humain et que s'obstiner à avancer peut être fatal. Ici, survivre ne signifie pas s'imposer. Cela signifie savoir se retirer sans attirer l'attention. Disparaître du chemin avant de devenir un obstacle. Accepter que parfois, le bon chemin est celui qu'on laisse derrière soi. Les Mbouti ont appris à vivre avec un danger qui ne poursuit pas et ne guette pas, mais qui peut surgir à tout moment et ravager sans intention. Ils ont adapté leur manière de se déplacer, de décider et de lire l'environnement à cette réalité constante. Notre civilisation, elle, a appris à avancer, à faire confiance à la force, à la vitesse et à l'idée que l'environnement doit s'écarter. Dans un lieu comme celui-ci, cette façon de vivre n'aurait pas d'avenir. Qu'en penses-tu? À présent, la question n'est pas de savoir si nous pourrions fuir un éléphant de forêt. La vraie question est de savoir si nous saurions nous arrêter à temps, céder l'espace et accepter qu'il existe des forces face auxquelles la seule forme d'intelligence est de s'écarter. Après avoir vu comment ces communautés ont appris à s'écarter pour survivre, la question devient inévitable. Serions-nous capables de reconnaître le danger à temps ou compterions-nous sur une réaction quand il n'y a déjà plus de marge? Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais déjà partie de ceux qui regardent le monde avec plus d'attention. Si ce voyage te montre des réalités rarement racontées, rejoins-nous en t'abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Continue à regarder. Nous partons maintenant vers un lieu où le danger ne s'annonce pas toujours, où on l'entend presque jamais et où l'on a rarement le temps de réagir. 5. Aborigènes d'Australie. Mourir sans voir l'ennemi. Imagine un terrain sec et ouvert. Observe le sol avant chaque pas, parce qu'ici, ce que tu ne vois pas compte aussi. Le danger le plus mortel ne bouge pas toujours et ne fait pas forcément de bruit. Il ne laisse pas de signe clair d'avertissement. Et lorsqu'il se manifeste, il est souvent déjà trop tard. Sur une grande partie du territoire australien, la menace n'a ni taille imposante ni présence évidente. Elle ne s'annonce pas par des pas et ne s'impose pas par une force visible. Elle vit dans le petit, serpents, araignées et autres espèces dont la défense n'est pas la puissance, mais le venin. Elle ne domine pas le paysage, elle le partage. Et leur danger ne dépend pas de leur taille, mais de l'effet qu'elles provoquent. L'Australie abrite certaines des créatures les plus toxiques de la planète. Dans ces cas-là, le dommage n'est pas toujours immédiat ni visible de l'extérieur. Il commence à l'intérieur du corps, lorsque le système nerveux, la respiration ou la coagulation commencent à défaillir sans qu'une blessure évidente n'alerte du danger. Pour les peuples aborigènes, cette menace n'a rien d'exceptionnel. Elle est quotidienne. Elle fait partie de la manière de marcher, d'observer et d'occuper le territoire. Arrête-toi un instant. Chaque pas se décide avant d'être fait. Réfléchis avant de toucher. Marcher sans regarder le sol, glisser la main dans un trou ou soulever une pierre sans précaution peut entraîner une issue fatale. Beaucoup de ces espèces n'attaquent pas de façon agressive. Elles ne poursuivent pas.
Elles ne cherchent pas l'affrontement. Elles réagissent lorsqu'on les piétine, qu'on les dérange ou qu'on les surprend. Le danger ne chasse pas, il attend. C'est pourquoi, ici, survivre ne dépend pas de la réaction, mais de l'évitement de l'erreur avant qu'elle ne se produise. Savoir où ne pas être devient plus important que savoir quoi faire ensuite. Certaines zones à risque extrême sont clairement identifiées par l'expérience accumulée. Secteurs rocheux, broussailles denses, endroits où la chaleur concentre l'activité, abris naturels que l'on n'inspecte jamais sans prudence. On ne traverse pas ce territoire au hasard. Chaque déplacement repose sur une connaissance préalable de l'environnement. Chaque arrêt est choisi avec attention. Chaque geste inutile est évité. Les techniques préventives font partie du quotidien. L'usage du feu pour dégager des zones, l'observation constante du terrain avant d'avancer, ou l'habitude de ne pas marcher pieds nus dans certaines régions, ne sont ni des rituels ni de la superstition. Ce sont des réponses pratiques à un milieu où une seule morsure peut ne laisser aucune marge pour réagir. Ce savoir ne s'acquiert pas dans l'improvisation. Il se transmet oralement, génération après génération, dès l'enfance. Les enfants apprennent ce qu'il ne faut pas toucher, où il ne faut pas s'asseoir, et quels signes indiquent le danger, bien avant de comprendre pleinement les conséquences. L'apprentissage est préventif parce qu'ici l'erreur ne se corrige pas. Dans cet environnement, le petit est plus mortel que le grand. Un animal de grande taille avertit souvent, intimide ou se voit. Le venin, lui, agite en silence. Il attaque de l'intérieur. Le corps commence à lâcher alors que le danger n'est déjà plus là. C'est pourquoi, ici, la force physique ne protège pas. Le courage ne suffit pas. L'impulsion n'aide pas. Seul le savoir fait la différence. Les peuples aborigènes ont appris à vivre avec un ennemi qu'on ne voit pas venir, en adaptant leur façon de se déplacer, d'observer et de décider dans un milieu où anticiper est la seule défense réelle. Notre civilisation, au contraire, a appris à réagir, à faire confiance à la rapidité, à l'assistance immédiate et à l'idée qu'il y aura toujours du temps pour agir ensuite. Arrête-toi une seconde et réfléchis. Marcherais-tu de la même manière en sachant qu'ici, il n'y a aucune marge pour réagir? Et maintenant que tu as vu des dangers qui guettent, poursuivent, attendent et ravagent, il est temps de révéler ce que nous avons annoncé au début. Le dernier, le plus mortel de tous, celui qui n'a ni crocs ni griffes et qui a causé plus de morts humaines que n'importe quel grand prédateur de la planète. 6. Yanomami, l'ennemi qui bourdonne. Regarde bien, c'est l'animal qui a causé le plus de morts humaines au cours de l'histoire. Il n'est pas grand, il n'est pas fort, et il est rarement perçu comme une menace. Il pèse moins d'1 gramme, et pourtant, il a été plus meurtrier pour l'être humain que n'importe quel grand prédateur. Son danger ne vient pas de l'attaque, mais de ce qu'il transporte. Dans des régions tropicales comme l'Amazonie, certains moustiques sont des vecteurs de maladies comme le paludisme ou la dengue, responsables de millions de morts au fil du temps. Ils ne provoquent pas un effondrement immédiat. L'infection se développe progressivement, avance en silence et affaiblit le corps bien après que le contact soit terminé. Quand les symptômes apparaissent, l'animal n'est déjà plus là. Il ne reste que la conséquence. C'est là une différence essentielle. Dans une grande partie du monde moderne, tu vis aussi avec des moustiques, mais de façon intermittente, selon la saison, et avec des frontières plus nettes entre l'espace humain et l'environnement naturel. Tu comptes sur la prévention sanitaire et surtout sur la possibilité de réagir ensuite. Sur le territoire Yanomami, cette séparation n'existe pas. Le contact est constant. Les moustiques font partie du quotidien et sont présents toute l'année dans les mêmes espaces où tu vis, où tu dors et où tu travailles. Ils n'apparaissent pas ponctuellement et on ne peut pas les éviter en se déplaçant de quelques mètres. C'est pourquoi,
Pour les Yanomami, cet ennemi n'est pas invisible par ignorance. Il est invisible par nature. Dans ce contexte, survivre ne dépend pas de la réaction. Quand la maladie se manifeste, il n'y a plus de confrontation possible. La survie se construit avant, non pas comme une peur permanente, mais comme une attention intégrée à la vie quotidienne. La fumée joue un rôle essentiel. Les feux ne servent pas seulement à cuisiner ou à éclairer. Ils créent une barrière constante qui réduit la présence d'insectes dans les espaces habités. Cela n'élimine pas le risque, mais le maintient sous contrôle de manière continue. À cela s'ajoute l'usage régulier de plantes aux propriétés répulsives, sélectionnées au fil de générations d'observations directes. Ce ne sont pas des solutions improvisées ni des réponses d'urgence. C'est un savoir appliqué chaque jour. La clé n'est pas un seul moyen, c'est le système entier, l'agencement des habitations, la circulation de l'air, les horaires d'activité, la présence permanente du feu. Tout répond à une même logique, agir avant que le dommage n'ait la possibilité de s'installer. Ici, la santé ne se récupère pas, elle se protège. Dans ce voyage, tu as traversé des forêts, des glaces et des territoires extrêmes où l'être humain ne survit que lorsqu'il apprend à lire l'environnement à temps. 6 peuples, 6 réalités différentes et une même leçon. Survivre, ce n'est pas s'imposer, c'est anticiper. Ces communautés ne vivent pas ainsi par isolement ou par retard, mais parce qu'elles ont compris quelque chose d'essentiel que notre mode de vie a progressivement oublié. Tous les dangers ne préviennent pas et tout ne peut pas être contrôlé. Et maintenant, la question ne parle plus d'eux, elle parle de toi. Vis-tu plus en sécurité ou simplement plus déconnecté de ce qui t'entoure? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce documentaire t'a fait réfléchir, dis-le nous en écrivant dans les commentaires le mot-clé de ce documentaire: respect. Ainsi, nous saurons que tu partages ce regard attentif avec lequel nous explorons le monde. Abonne-toi à Chronamonde et active la cloche pour continuer à découvrir des lieux où la nature fixe encore les règles. Et dis-nous si tu aimerais une partie 2, ta voix fait aussi partie de ce voyage. Et rappelle-toi, ce n'est pas toujours celui qui domine l'environnement qui survit, mais celui qui apprend à l'écouter. À très vite dans la prochaine destination.